C'est de nombreuses questions. Je vais y répondre, cher Jean. Je vais juste rebondir sur ce que je pense Jacqueline a dit sur le témoignage et la vérité. Dans le contexte d'un génocide, et j'aimerais que vous le compreniez, la victime, donc la personne qui a survécu, elle est encouragée en fait à témoigner, et je soutiens que le témoignage, c'est la plus grande expertise. Personne ne peut vous enlever votre expérience vécue. Parce que ce qui se passe au moment où le génocide se produit, les gens qui le commettent veulent qu'il ne soit même pas un crime connu, même s'il a l'ampleur qu'il a. Je vous passe les détails d'avoir la reconnaissance qui a été arrachée, pas qui a été concédée, pas donnée du génocide. Et donc, on vit toujours avec le double risque de même que ce que vous avez vécu, personne ne veut que ça soit vrai. Et donc, c'est extrêmement important pour le rescapé que son témoignage soit l'expertise et pas l'historien. Parce qu'en fait, l'historien, il a un savoir académique. Il a certes des méthodes, ils ont même parfois sont commandités, mais dans le cadre d'un génocide, les gens qui restent après le génocide, en fait, ils sont la preuve vivante que l'histoire qu'ils racontent a bien eu lieu. Et c'est très Mhm, important de les considérer comme experts, en fait. Ils sont témoins experts, mhm. dans l'imperfection du témoignage même. Et cette complexité-là revient dans les gachachas du reste. Pour rebondir sur la question de Jean par rapport au gachacha et au pardon, et si nous avons des rituels, euh, à ma connaissance, il y a tout le temps deux espaces, et ce sont deux espaces qui sont en parallèle et parfois se rejoignent. Il y a l'espace du collectif. Dans le collectif, comme les gachas sont une institution, il y a eu des catharsis, je vais dire ça comme ça. Ouais. Donc, des personnes qui se déplaçaient. Ma maman, par exemple, elle s'est déplacée pour les gâchettes de toutes ses amies. Pour, parce qu'il fallait sortir ça. C'est comme si cette justice qui est une justice imparfaite, en fait, elle vous répare aussi. Parce d'abord, elle vous raconte, elle vous dit que c'est arrivé, est arrivé, et comment c'est arrivé. Mais ensuite, elle vous fait négocier cette réalité que vous ne voulez pas voir alors qu'elle est devant vous. C'est très compliqué parce que le génocide, il a été commis. Vous rentrez dans un pays, pour le cas de mes parents, ou même pour moi plus tard, où il y a encore des traces, hein. Mais c'est comme si on ne veut pas trop s'en approcher. Et en fait, le fait qu'il y a une institution, des institutions dans lesquelles, pendant plusieurs années, ces histoires sont brassées, même si on ne les veut pas, et surtout, même ceux qui ont commis le crime ne le veulent pas, ça diminue la tendance à passons à autre chose. Parce qu'en même temps que le gouvernement installe les gachachas, le gouvernement aussi veut que le pays avance. Et donc, il y a cette tension qui subsiste, mais qui heureusement est là, hein, parce on ne peut pas vivre tout le temps en remuant le couteau dans la plaie. Après, l'autre réalité parallèle qui est, moi, quand je quitte un tribunal, quand, mettons, les années ont passé, ça fait 32 ans maintenant, qu'une personne comme Esther, comment on passe, en fait, comment est-ce qu'on tourne la page? Et en fait, il me semble qu'il y a deux choses aussi qui entrent en jeu. La vie qu'on a vécue avant. Je vois dans les rescapés, donc ça je peux vous dire, c'est mon observation, que la vie qu'on a vécue avant, la richesse de la vie qu'on a pu vivre avant, elle vous porte. Il y a des personnes qui ont eu de la chance d'avoir été dans des familles aimantes, d'avoir reçu une certaine forme d'éducation. On sent que ça les porte encore après. Il y a des personnes dans ma famille, j'ai des cousines qui sont rescapées, qui avaient 2, 3, 4, 5 ans, qu'on croit qu'elles n'ont pas vu. En fait, leur trauma est tellement profond que même de passer, c'est plus difficile. Mais c'est une réalité qui est très individuée et qu'on ne peut pas dire qu'il y a une règle générale. Il n'y a pas de rituel comme tel par rapport à la mémoire, mais le grand rituel, je dirais, euh, qui n'est pas religieux, c'est le fait qu'il y a une semaine de la commémoration, du 7 au 14 avril, et il y a les 100 jours du génocide pendant lesquels des activités multiples de littérature, de témoignages, de travaux ensemble d'ailleurs, de gens qui sont revenus des camps où ils avaient fui dans le Congo, qui racontent aussi
tout ça. Et en fait, on se frotte à nos humanités respectives, que même le bourreau, et ça je le dis maintenant, n'est pas un monstre absolu. Et qu'en fait, quand on arrive à se décharger du poids de, je ne vais pas dire la haine, en tout cas du ressentiment, on est libéré. Quand on arrive à être touché par l'humanité des personnes en face, même si ce n'est pas votre bourreau, quelque chose en vous, vous se réhumanise et vice-versa, je pense. Et il y a aussi le fait que la vie ne s'arrête pas, que voilà, les enfants ont des enfants et que les gens se marient. Parfois, c'est complexe et compliqué. Et encore une fois, je ne peux rien dissocier de la volonté politique de construire une nation unie. Et il y On a encore travaille. d'autres conflits aussi. Comment? Non, il y a encore d'autres conflits. Ah oui, oui, qui Oui, sont absolument, oui, oui. avec le Congo, avec tout ça, et puis Qui n'est pas étranger à l'histoire du génocide. Et donc, voilà. il internes et externes qui nous font que cette histoire qu'on veut contourner, qu'on aimerait ne pas regarder tout le temps ou trop près, eh bien, on ne peut pas. On ne peut pas complètement en faire abstraction, mais je dois dire qu'au niveau personnel, euh, dans la vie de tous les jours, quand vous rencontrez des personnes et que vous remarquez que c'est pas si noir que ça, ou d'ailleurs, hein, que ce n'est pas si blanc que ça, fait, on est forcé de vivre dans le même pays. Moi, je dois dire que c'est la plus belle chose qui nous soit arrivée dans ce malheur. Le pays voisin qui est le Burundi qui sait maintenant qui s'enfonce dans une crise politique dont on ne voit pas le bout, a des quartiers Tutsi où la carte d'identité ethnique est revenue, etc., etc. Il y a des gens qui se retrouvent en danger dans leur propre pays parce qu'on sait que si on jette une bombe dans tel quartier, on tue un tel groupe. Ce n'est pas possible au Rwanda. Et je dois dire aussi que l'histoire du monde ou des pays qui ont survécu malheureusement, comme Israël, nous rappelle que en fait, la responsabilité nous incombe de créer ce vivre ensemble, parce que si nous ne le faisons pas, on n'a pas de PIB. Personne n'a un PIB. Euh, personne ne veut vivre en fait en exil. Peut-être aussi d'avoir connu l'exil pour certains d'entre nous, on se dit, il faut qu'on trouve une formule de cohabitation. Mais je dois dire qu'il y a eu aussi, dans ce programme national qu'on appelle toujours Ndumunya Rwanda, je suis rwandais, dans toutes les instances sociales, il y avait des programmes. Donc, vous alliez à l'église, si vous êtes dans une église, il y a le Ndumunya Rwanda. Les gens dont les parents ont tué et qui n'ont pas commis de crime vont revenir et dire, je sais que mon père, que mon frère, que ma mère, que telle personne, mais moi, je n'ai pas fait ça. Donc, le fait qu'il y ait une prise de parole publique pour aussi libérer des épaules des familles de gens qui sont des tueurs, mais qui n'ont pas tué. On a aussi ça. Donc, les jeunes générations qui pourraient être comme acculés à porter une culpabilité qui n'est pas la leur, cette parole est forcée de revenir et on se dit, mais voilà, on est avec des gens qui n'ont pas commis de crime. On pourrait être inconfortable en leur présence, mais on ne peut pas leur faire porter. Il y a même des proverbes dans la langue, dans notre langue, qui disent, voilà, le crime n'est pas héréditaire. Mais je dois dire que c'est un travail qui est fondamentalement à l'origine, il y a une volonté politique et après, les gens avec leur propre foi, leur propre croyance et puis l'expérience de se sentir moins lourd parce qu'on a posé, euh, pardonné ou avancé, euh, on vit mieux en fait, on vit mieux. Mais pour ma part, l'expérience du pardon, c'est une grâce, hein. Ce n'est pas quelque chose que je peux dire, je presse sur un bouton et puis je pardonne à ces gens. C'est vraiment un jour, on se sent peut-être plus léger. S'il y a Un des gens, processus voilà. cathartique. Oui, oui, oui. Mais puisque nous sommes à explorer l'expérience, je dirais, historique, référentielle du Rwanda, et je pense tout à coup, est-ce qu'il y aurait, par exemple, un support ou bien une contribution d'un pays tiers dans le processus de pardon? Puisque vous savez que nous sommes en train d'explorer l'expérience du Rwanda par rapport à la situation d'Haïti. Haïti est l'objet de toutes les ingérences. Et maintenant, mais je me demande, est-ce qu'il y avait une contribution négative ou positive d'un pays tiers par rapport
au processus de pardon, de réconciliation? Euh, on a commencé, hein, c'est Esther qui le disait au début, que c'était une affaire entre Rwandais. Ce sont des Rwandais qui ont tué des Rwandais, mais évidemment que les puissances occidentales n'étaient pas neutres dans cette affaire. Et il y a un pays qui s'est distingué parmi tant d'autres, c'est la Mhm, France. La France a mhm. armé les génocidaires avant, pendant et soutenu les génocidaires après le génocide. La France était le pays d'accueil et il y a encore des grands génocidaires qui sont libres, notamment la femme de l'ancien président Habyarimana, qui d'ailleurs n'a jamais eu de procès contre elle et qui vit en France. Elle est sans papier, on lui a refusé l'asile, mais elle vit en France. Donc oui, ça c'est une contribution que je qualifierais de négative, mais c'est aussi un pays qui a fait quelque chose d'extraordinaire, qui a aussi contribué positivement récemment, notamment avec le président Macron qui trouve des mots qui sont toujours imparfaits, mais voir que moi je ne pensais pas que de mon vivant, je verrais un président de la République française dire euh, les mots que Macron a prononcés au mémorial, qui n'étaient pas les mots que j'aurais écrits si je devais lui écrire son discours, mais qui ont néanmoins apporté quelque Oui. chose d'une réflexion symbolique. Oui, Donc bon, la justice, Macron, il c'est a pour toujours dire, un narratif approprié à Macron. voilà, mais la justice est impossible, mais chaque Mhm. fois qu'il y a des gens, des hommes politiques qui s'élèvent au-dessus, qui veulent voir le futur plutôt que le passé, et qui tirent les peuples avec eux, il se passe quelque chose quand même de très fort. Moi, je dois dire que ça a joué beaucoup dans la réparation de la société. Qu'il y Il y ait a, eu un moment ok. de leaders politiques qui ne dénient pas, qui ne nient pas le génocide. Euh, mais les influences négatives,